c'est reparti. Alors, YOLO, Y-O-L-E-A-U. Comment est venu ce nom, YOLO ? Je pense que c'est une des choses qu'on a eu le plus vite. On était souvent, ce qu'on faisait avec Pauline à l'époque, du coup on se retrouvait souvent chez moi, je crois. À l'époque on se retrouvait plus chez moi, dans mon appart, et on se faisait des dégustations et des sessions de brainstorm. Okay. Et donc du coup après une dégustation, on s'est dit il va falloir qu'on trouve un nom, mais qu'on a fait assez rapidement quand même. C'était vraiment au tout début. Et on a commencé à écrire plein de noms, et c'est une partie assez stimulante. Il y avait quoi qui ressortait comme idée ? Typiquement, tu vois, il y avait un nom, on voulait être à peu près à 5 degrés d'alcool, et il y avait une histoire avec le... Tu te rappelles de ça ? Il y avait une histoire avec le 5 degrés, en fait, d'avoir un... de l'appeler 5 degrés, mais d'avoir un logo peut-être un petit peu penché. Et du coup, tout serait à 5 degrés. En fait, on avait quand même des réflexes de marketing. C'est pas beaucoup en plus 5 degrés, en vrai. Non. T'es un peu penché, mais tu l'es pas totalement. T'as l'impression qu'elles ont pas fait exprès, qu'elles sont juste... Ouais, que l'étiquette, elle est un peu... Fausse bonne idée. Ouais. Mais du coup... En fait, t'as quand même ce truc de marketing. Tu te dis, bon, mon nom, j'ai envie qu'il transpire ma marque. J'ai envie qu'il y ait un lien quand même avec ma marque. Je vais pas juste l'appeler, je sais pas... Nous demande souvent si on s'appelle Yolène et je sais pas quoi. Ah oui, okay, une contraction de vos deux noms. Ouais. On voulait un truc qui ait du sens par rapport à la boisson, et etc. Donc on s'était pas mal creusé la tête sur ça. On avait écrit plein de noms. J'aimerais trop retrouver le cahier où j'avais tout noté. Ah ouais. Alors j'ai vu Girls in Drink. Ah. J'ai vu ça sur Instagram au tout début, un compte que t'es tagué que je n'arrive pas à retrouver. C'est vrai. Girls in Drink, c'était notre compte qu'on a pu activer, mais au début qui était plus lifestyle. Pour raconter notre vie d'entrepreneur. Et on s'est dit, YOLO, c'est plus le compte institutionnel sur la marque. Okay, d'accord. Au final, gérer deux comptes, c'est beaucoup trop. Donc, on met tout sur l'un. Et c'est pour ça que t'as pas Girls in Drinks. Et on avait 5 degrés. Moi, je voulais mettre des prénoms. Et je voulais mettre des prénoms de nanas inspirantes, genre Simone. Ce qui était évidemment déjà pris et très peu original. Et Pauline trouvait ça... Comme nom de marque, tu veux le dire ? Ouais. Ou comme nom de produit ? Comme nom de marque. Ok. Je voulais la place de YOLO. Et on avait écrit YOLO sur cette fameuse feuille avec toutes les autres idées. YOLO, sauf qu'à chaque fois qu'on checkait, on faisait en même temps l'INPI. Et YOLO était déjà pris et posé par plein de marques. Et on a... Ouais, c'est un peu un terme générique maintenant. Donc c'est un terme hyper générique, donc ça fonctionnait pas. Et c'est le lendemain, parce que du coup, tu avais dormi à l'appart, et on rebossait, on devait faire du télétravail, je pense. Et je crois qu'on avait Vincent au téléphone, donc le mari de Pauline. On le débriefe de tout ça. Et dans la discussion, on se dit, mais sinon, on n'a qu'à mettre EAU. Et en fait, ça fonctionne. Et on se dit, mais en fait, beaucoup mieux qu'avec un O, finalement, beaucoup plus nous, beaucoup plus un peu plus noble. On s'est dit plus original. O, finalement, ça ramène quand même à la naturalité, la fermentation dans l'eau. Et puis, il y avait un côté très... l'expression YOLO, Y-O-L-O, c'est You Only Live Once. Nous, c'est EAU, c'est à la française, on est une marque française. Et en plus, c'est ça, on était là, genre, un nom américain pour une marque française. Bon, du coup, on fait, finalement, avec le EAU, il est un peu à nous. Et moi, je suis assez sensible à la sonorité ou à l'écriture et les lettres. Et je trouve que c'était joli visuellement et en sonorité. Le Y, il est très doux. Le L, le O, c'est des jolies sonorités. Et à peu près à ce moment-là, en plus, quasiment au même moment, je ne sais plus dans la temporalité... on s'était retrouvés à une terrasse d'un bar où on était en train d'écrire justement notre positionnement. Autre étape de quand tu lances une marque, de te dire en fait c'est quoi ta cible, quelles sont les raisons d'y croire, etc. Il y a une musique qui passe à ce moment-là qui était Girls Just Want to Have Fun de Cyndi Lauper. Okay. Et du coup, il y avait tout ce truc de en fait, il y a un mood quand même. Il y a un mood sur le YOLO, sur le on a envie de profiter de la vie qui colle vachement avec nos valeurs aussi. On s'est dit en fait, c'est ça qu'on veut faire transpirer la marque. Et du coup, YOLO Go, c'était évident, quoi. Ouais, l'alignement des planètes avec la musique, le style. Ok. Ouais. Et vous avez fait tester un peu le nom auprès de vos proches, de vos familles, de vos potes, pour prendre un peu le pouls. Je pense qu'on l'a dit assez naturellement dès qu'on l'a eu. On l'a dit, mais je pense qu'on n'a pas laissé de porte ouverte au fait qu'ils avaient le droit de donner leur avis. Enfin, mais les réactions étaient très bonnes. C'est pour ça qu'il y a un point d'ailleurs peut-être après. C'est clair. Ce sera YOLO, point. Et les réactions étaient cool, donc en fait il n'y a pas eu trop de débat. On n'a pas eu de... J'ai une pote quand même qui m'a dit qui m'a dit un peu beauf quoi. Et après je me dis peut-être pas tort. On s'est quand même posé la question de est-ce que c'est une expression, parce que c'est quand même une expression, les expressions c'est des modes aussi quand même, donc on s'est dit est-ce que c'est pas une expression qui va devenir has-been assez vite ou... Mais on s'est dit bon c'est pas grave, YOLO. Après tout ce sera ce que je trouve intéressant c'est que vous l'avez adapté, vous n'avez pas pris YOLO qui de un je pense aurait été un enfer en termes de référencement d'INPI etc, mais là vous l'avez
brandé et adapté à votre point de vue, à votre produit. Donc, je trouve que ça peut agir sur une trend, mais ça a sa propre existence aussi. Exactement. Donc, et peut-être que dans 10 ans, les nouvelles générations ne sauront même plus ce que c'est que YOLO, et résultat, vous n'aurez pas besoin du tout d'expliquer. Déjà maintenant, on est là genre YOLO. Maintenant, on dit One Life. Ah oui, ok. On est là genre oupsie, boomers. Votre prochaine marque, ce sera One Life. Toujours avec 2 temps de retard, tu sais. Ok, et ben justement, si on peut parler un peu de l'identité graphique, parce que YOLO, c'est aussi une marque, une typographie, un style de bouteille. J'ai vu que vous avez bossé avec Magali, oui. Qui est graphiste. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se fait, à quel moment ça se fait ? En fait, l'histoire, elle est assez jolie. C'est qu'au moment où nous, on est chez Cro et on bosse sur notre projet, vraiment notre side project, on se dit, bah écoute, faut qu'on lance une marque, mais pareil, en fait... on n'a pas forcément de budget et tout, donc on se dit comment on va s'y prendre. Et en fait, il se trouve que ma pote Mag, donc c'est une copine, et elle était justement en train de se faire former pour devenir graphiste. Donc en fait, elle n'était pas du tout, à la base, elle faisait un autre métier, elle était dans la com, mais elle revenait d'un tour du monde, rentrait plutôt pour son confinement, et elle se disait qu'est-ce que je fais de ma vie, j'ai pas envie de faire ce que je faisais avant. Et du coup, elle se dit, j'ai toujours été forte là-dessus, donc elle voulait se former là-dessus. Et du coup, on la contacte, on dit, écoute, est-ce que ça te chauffe ? On a un premier projet pour toi. On a un projet, on n'a pas de thunes, mais est-ce que tu veux qu'on apprenne ensemble ? Et du coup, de là, on a bossé, en fait, on a mis longtemps parce que nous, c'était notre métier de base chez Cronenbourg, mais on travaille avec des très grosses agences qui faisaient des trucs dans tous les sens. Et du coup, on co-travaille ensemble avec l'envie de mettre notre petite patte à nous, donc, qui a pris beaucoup de temps, et je pense qu'on a fait énormément de pistes très différentes et variées, mais du coup, qui nous a permis aussi de construire aussi ce que nous, on imagine derrière YOLO, parce qu'en fait, justement, on avançait le projet un peu au fur et à mesure, et en fait, finalement, on partait avec des a priori et non, et du coup, on a construit ensemble, et on est arrivé sur YOLO, qui est comme ça, qui a beaucoup changé au fur et à mesure du temps, jusqu'à la dernière minute. Et c'était quoi les pistes un peu que en le voyant, vous vous dites, oula, en fait, c'est pas nous. Alors, vous avez des souvenirs de ça ? Ouais, alors j'avais une passion à l'époque. J'avais une passion pour l'aquarelle. J'adorais l'aquarelle. D'accord. Je voulais absolument faire une piste à l'aquarelle. Qui se marre à côté, je précise. Cynthia a beaucoup de passion. Elle a aussi fait du roller au moment où on s'est dit on va être à fond années 70. On va livrer en roller. Oui. Les 3 lignes, c'est à la base d'une inspiration au roller. Sur les 3 lignes des chaussettes du roller. Ah, génial. Comme quoi. Ce qui était 1 an après la première fois où on a briefé Mag. Et donc, on avait une passion sur l'aquarelle. Parce que je trouvais que c'était hyper délicat, c'était texturé. Enfin, je trouve ça vraiment beau. Et ça collait avec la marque, parce qu'il y avait quand même le côté YOLO, eau, légèreté, qui était très bien. Et donc, Mag, pareil, s'est mis à l'aquarelle aussi pour nous. Enfin, franchement, elle a tout donné. Et justement, on a fait un test avec nos copines pour le goût. Et on leur présente l'identité visuelle. On est persuadés que, vraiment, on a quasiment fini le truc, tu vois. Et en fait, c'était des petites touches d'aquarelle un peu partout, genre une sorte d'aplat de pattern énorme avec plein de petites touches d'aquarelle et un gros YOLO au milieu assez simple, vraiment très simple. Et les filles nous disent toutes, ça me fait penser à du rouge à lèvres. Cosmétique, peut-être trop rouge simple. À lèvres. Minimaliste, peut-être. En tout cas, déjà, il n'y a pas de waouh. Enfin, il n'y a pas de... Déjà, ça me brise le cœur. Ouais, première réaction, c'est OK. Donc déjà... Bienveillant. Donc, non, c'est sympa. Donc là, allez-y, dites ce que vous pensez. Non, elles ont rien dit. Franchement, et après, il y a le... Voilà, là, tu les fais parler. Il y a le côté rouge à lèvres, cosmétique... Mais quand même, tu vois, on est sorti de ce point. Non, mais c'est bon, ça veut dire que cosmétique, c'est plutôt premium. Donc, tu vois, on est sorti de là. On s'est dit, OK, si on réinterprète, franchement, ça va. Et en fait, une semaine, enfin, même pas 2 semaines après, on s'est dit, en fait, non, ça va pas du tout. En fait, elle pensait que c'était des marques de rouge à lèvres. C'est genre que tu avais mis des marques de rouge à lèvres sur un bout de papier, tu vois. Et vous leur avez montré quoi ? Une feuille avec un pack. Ouais, genre une simulation de pack. Ok, d'accord, ok. Donc vraiment l'étiquette mise, tu vois. Et en fait, là, on se dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et là, on se dit, est-ce que tu as des trucs à reprendre ? Et finalement, je crois qu'on repose tout à plat. Ça faisait 1 an quand même, je pense. Ouais, là, on n'était pas très loin de lancer à ce moment-là. Ah ouais, Non, c'était l'été qu'on a tout changé. Donc ça faisait bien 6-7 mois qu'on bossait dessus, tu vois. Sur l'identité. Sur cette identité visuelle. Ah ouais. Et vous aviez rien montré avant, à part à vous et à Magali ? On montrait au fur et à mesure, mais on avait
Ouais, on avançait un peu dans notre petit Ouais. truc. On l'avait pas assez soumis, je pense, parce qu'on voulait aussi attendre. On avait travaillé beaucoup de pistes. Oui. Parce que quand t'es en Je pense draft, qu'on t'as toujours peur de montrer un brouillon parce qu'en fait, tu te dis, bah, forcément, je vais avoir des commentaires négatifs, mais parce que C'est c'est ça. un brouillon et que c'est pas encore peaufiné. Exactement. tu vois. Je pense qu'on se disait aussi que c'était dans notre expertise. Tu vois, on avait fait du marketing pendant 5 ans. On se disait, on sait ce qu'on fait. Là, pour le coup, le brassage, c'est pas notre délire. Par contre, l'identité visuelle, c'est notre truc. On y va. Voilà. Comme quoi, se remettre en question, toujours. C'est Mais du coup, comme quoi, présenter son projet à d'autres, tu vois. Enfin, faut pas avancer dans ton petit projet. Faut justement te confronter aux autres et arriver aussi à lire. Ce qui est très dur avec ton entourage, c'est qu'effectivement, il est extrêmement bienveillant, mais rarement ils sont 100% honnêtes parce qu'ils veulent t'encourager aussi dans ce que tu fais. Ouais. Parfois, ils se disent peut-être que j'ai tort en fait. Donc du coup, tu vois, dans les mots qu'ils nous ont dit, c'était quand on est sorti, on dit ok, c'était cool. Et c'est après où nous-mêmes, on s'est reposé en fait sur ce qui a vraiment été dit, est-ce qu'ils ont vraiment été honnêtes, tu les connais aussi. Et en fait, c'est là où du coup, tu arrives à finalement avoir la lecture, la deuxième lecture, Ouais. ce qui est assez complexe. Et donc, vous avez un peu cette déception de mince, on a bossé pendant X mois sur quelque chose et en fait, c'est peut-être pas nous, ou en tout cas, c'est pas perçu comme ce que nous on aimerait que ce soit. Exactement. C'est quoi après l'étape? Bah là, on se repose et en plus, du coup, tu vois, donc nous, c'est du boulot. Ouais. Mais pour Mag, qui est aussi un de ses premiers gros projets, on doit lui dire, mais en fait, tout ce qu'on a fait, il n'y a rien qui va. Donc, tu vois, donc déjà, nous, il faut qu'on arrive à se dire, ok, c'est pas ça. Se dire, ok, mais c'est quoi? Ouais, donc, pour coup, elle la guider et pas juste lui dire, en Ouais. fait, tu mets tout à la poubelle, mais on sait pas ce qu'on va faire. Donc, il faut que nous, on soit hyper clair. Tu vois, typiquement, il y a des mots qu'on a beaucoup utilisés. On disait, on veut que ce soit fun et chic. Vous avez les filles. Il ne faisait pas le mot fun avant, je crois. Je pense que c'est ça qu'il avait perdu, tu te rappelles, quand elle disait Non, ça, fun c'était et après. chic. Oui, ça, c'était la deuxième partie. Ouais. Parce que du coup, en gros, c'est pas assez coloré, c'était pas comme c'était de l'aquarelle. L'aquarelle, c'est très beau, c'est très élégant. Et justement, un des problèmes qui revenait, c'est semi-coloré. C'est en c'est demi-teinte, pas très en fait. dynamique peut-être. Ça manque de dynamisme. Ouais. Du coup, c'est beau, c'est bien, t'as de la texture, c'est chic, mais on s'ennuie. On s'ennuie violemment. Du coup, là, on s'est dit, ok, virage à droite. Maintenant, on veut du peps. Du coup, là, on arrive sur ma période roller où je veux me mettre au roller. Donc, je suis full inspiration Venice Beach. Donc là, tu fais des moods sur Pinterest, tu cherches plein d'inspi, tu cherches des marques. 70s, et là, on se dit, on va être chic et fun. Et c'est là où, du coup, ça a été hyper dur, par contre, de trouver le levier. Ouais. Parce que chic et fun sont... Enfin, c'est très dur de les faire lier ensemble. Et là, on se découvre qu'effectivement, on a quand même aussi pas mal... Donc, on est parti très 70s. Et on a pas mal pataugé quand même sur ces 3 lignes. Parce qu'au début, on a pris des ronds, tu vois, tout ce qui était rond des 70s. Tu sais, un peu papier peint 70s, je sais pas si tu vois, mais avec des lignes. Yes. Des formes, enfin... C'est dur de trouver son identité, le nombre de logos que j'ai fait juste pour faire... Et encore, moi, j'ai que Origine, j'ai que un logo à faire techniquement de podcast et une vignette, quoi. Le nombre d'essais que j'ai fait, mais parce que tu dis toujours, attends, la prochaine sera encore mieux. Est-ce que ça représente vraiment ce que je veux faire? Est-ce que c'est la bonne couleur? Et donc, les couleurs, tu peux jouer pendant 4 heures sur un bleu. Bouger le truc. Et puis, à la fin, tu dézoomes et tu fais, en fait... Et c'est montrer aux autres. Moi, je trouve qu'à chaque fois, ça... Au début, moi, je voulais mettre un sous-boc, une forme un peu de sous-boc, parce que je trouvais ça intéressant de raconter ce qui se passe derrière le verre, entre guillemets. Et j'ai fait, je crois, 30 essais. Et j'ai un ami, Thomas, que je salue, qui a reçu sur WhatsApp. Il couchait son petit. Et donc, j'envoyais des trucs à genre 19h30. Et j'étais, oh, putain, il est en train de coucher le petit. J'ai hâte qu'il regarde son téléphone pour qu'il puisse me donner des avis. Et puis, il y a des fois, non, ça marche pas. Non, ça marche. Et t'es là, ah là là, mais tu te dis, ça, c'est la bonne. Et puis, t'envoies, et puis t'as un retour. Et tu fais, non, c'est pas la bonne. Et tu galères, quoi. Et puis, tu continues. Et puis, tu trouves à un moment donné. Et t'es trop content quand t'as trouvé parce que tu regardes avant et tu fais, ouais, en fait, ça marchait pas du tout. C'est clair. Il y a des trucs sur lesquels on a bloqué. Et je sais que Mag aussi, elle était là, genre, mais en fait, il va falloir prendre des décisions. Et t'as aussi un moment où t'es là, genre, il va falloir choisir une piste, tu vois. Tu peux plus avancer toutes les pistes. En plus, ça, c'est très, je pense, un mauvais exemple qu'on avait dans les grands groupes. Tu veux toujours garder 2 pistes en même temps. Si tu veux pas faire un choix, t'es là, genre, on va co-travailler ces 2 trucs-là. Sauf qu'en fait, non, dans l'entrepreneuriat, en fait, il faut choisir. Et donc, du coup, et en plus, quand tu travailles avec une pote, du coup, tu manages les 2, mais en même temps, c'est ta boîte. Du coup, c'est hyper dur de gérer toutes ces émotions, de savoir, de pas savoir. T'as l'impression de faire un truc horrible. Et puis, t'as pas envie de te tromper parce que si vous lancez 9000 bouteilles et que c'est pas l'image de marque et que chez les cavistes, et j'imagine, tu peux pas débarquer chez un caviste en disant tiens, je vais monter ma marque, vous en pensez quoi en amont, quoi? En vrai, peut-être. Alors, en vrai, je pense qu'on aurait dû. Ok. En vrai, tu vois, là, par exemple, parfois, on fait des simulations où on imprime, tu vois, typiquement, quand on a été pour rentrer dans des gros points de vente, on voulait qu'ils aient directement l'identité visuelle, sauf qu'on n'avait pas encore les étiquettes, les bouteilles n'étaient pas encore disponibles.
Mais pour les projeter, du coup, on a été faire des simulations, enfin des impressions. Ouais. C'était pas exactement le bon papier et autres, mais du coup, tu voyais ce que ça donnait. Et on aurait très bien. D'ailleurs, je pense que c'est une de mes recommandations. En fait, va dans un bar, mais surtout sur ton concept, même si t'as pas de liquide, juste genre, ça, t'en penses quoi? Est-ce que comme si t'allais lui vendre, et après, tu dis, en fait, je vends pas du tout, j'ai juste besoin de tester. Et du coup, tu vas voir, et finalement, heureusement, bonne nouvelle, on n'a jamais eu de. Tout le monde nous a dit, c'est beau, c'est chic, c'est coloré, c'est tout ce qu'on voulait. Ça donne envie. Ça donne envie, mais effectivement, je pense qu'on aurait dû le tester. Avec du recul. Bah, c'est cool, vous avez un apprentissage pour les prochaines. Carrément. On et pour plein de personnes là qui écoutent, de se dire faut pas hésiter à y aller en amont parce que vous avez peut-être perdu un peu de temps et de charge mentale aussi sur l'aquarelle et après à réouvrir plein de pistes. Je pense que c'est frustrant à force de bloquer, tu t'épuises. Ouais. Tu t'épuises clairement. Mais oui, il y a vachement ce truc on l'a testé conso final. En fait, notre business, il est B2B2C. Ouais. Donc en fait, on a oublié. Il y a une étape où c'est vrai que même sur le concept et tout, sur le concept, on testait un peu plus et encore, mais on était convaincus de notre. On n'aurait jamais rentré dans un bar en lui disant en fait, on va faire un produit, c'est pas une bière, c'est un peu une bière, mais c'est pas vraiment une bière. Ouais, c'est clair que c'est. Toi, tu as une intuition. Enfin, vous aviez votre connaissance du marché, qui était, je pense, quand même un acquis qui est pas négligeable. Hein. C'est ça. Oui. Mais c'est vrai que si ton bar et ton caviste, il veut pas te le prendre ton produit, il te reste peut-être la grande distribution, mais encore peut-être compliqué, ou faire des festivals, mais c'est pas toute l'année, quoi. Non, mais c'est ça. Et je pense qu'effectivement, c'est vrai que si on connaissait le marché, donc on a l'impression, on connaissait un peu plus le business, donc il y avait moins de choses à vérifier par intuition qu'on connaissait, mais malgré tout, je pense que ton terrain et ton client, mais si tu peux, mais teste-le en fait. Au contraire. Ouais, carrément. Carrément. Et donc pour continuer sur la marque, comme je l'ai dit un peu en intro, pour moi YOLO c'est des couleurs, un bob, une salopette et une bonne boisson à l'apéro. Si on vous suit sur les réseaux, on peut pas passer à côté de ce branding. Donc il y a un logo, il y a des couleurs, mais il y a un style, un lifestyle, un art de vivre comme on pourrait le dire. Comment ça vous est venu justement d'incarner votre marque jusqu'à vous, en tant qu'associé, porter sa marque physiquement? Alors, il faut savoir que dans le milieu de l'alcool, en tout cas des boissons alcoolisées, il y a une loi qui s'appelle la loi E20, qu'on a beaucoup côtoyé chez Cronenbourg, donc qu'on maîtrise plutôt bien maintenant, même si on n'est pas juriste, et en fait qui te limite sur pas mal de choses. Typiquement, montrer des gens en train de consommer ta boisson ou montrer des personnes, des consommateurs, c'est limité en fait par la loi E20, tu n'as pas le droit de faire ça. Par contre, montrer des personnes qui travaillent pour la boîte, ça c'est autorisé. Parce que du coup, tu communiques sur les gens, les brasseurs, les barman ou les fondatrices. Du coup, nous, c'était un moyen en fait, d'incarner la marque avec quelque chose de vivant et d'incarner tout cet esprit YOLO, justement, et joie de vivre, convivialité. Parce que sinon, tu te retrouves vite avec juste du produit, une bouteille et un verre sur ta page Instagram, quoi. Ok. Donc, en plus, le personal branding, c'est énorme cette année en 2024, mais au moment où vous vous êtes lancé, c'était un peu plus petit. Donc, je trouve ça, vous avez une super intuition. Je trouve de vous aussi porter votre marque de manière globale, pas juste YOLO la bouteille, mais vous aussi la marque YOLO de manière générale. Oui, et tu vois, on l'avait commencé à l'initier aussi dans nos anciens jobs, tu vois, où à chaque fois on faisait parler les brasseurs. Et je trouvais toujours hyper intéressant. Ils racontaient un peu leur histoire et en fait, tu as envie de savoir qui ils sont, et tu découvres qu'en fait, encore plus dans l'alcool, c'est pas juste un goût, t'achètes une histoire. Et les boissons, c'est vraiment ça. C'est limite, tu vois, genre, tu bois un spritz, tu peux ne pas aimer le spritz, mais parce que ça te renvoie sur un moment, une occasion, qui fait que du coup, tu vas l'avoir. Et donc, du coup, comment tu réinterprètes tout ça? Et du coup, pour nous, et l'histoire et l'humain, je trouve dans la boisson est hyper fort. Et on avait envie de le partager. Et en fait, tu avais aussi sur la partie Instagram, on savait que les réseaux sociaux, c'était hyper important. Par exemple, chez Cronenbourg, je pense que ça nous amusait pas trop parce que tu es hyper contrainte. Et finalement, tu vois, tout notre entourage posait souvent beaucoup de questions. Donc, en fait, tu avais un peu un côté genre, en fait, je vais le dire sur les réseaux sociaux, tout le monde aura l'info. Et je vais le faire à notre manière, à nous. Donc, comme en pas plus, sous la marque Cronenbourg. On est un peu gênés. Tiens, on va le faire en rigolant parce que en fait, c'est plus facile parce que c'est notre moyen de parole à nous. Et donc, du coup, finalement, ça nous permettait aussi de communiquer d'abord avec nos proches sur ce qu'on était en train de vivre, sur ce fameux personal branding. Donc, en fait, on racontait un peu notre life, mais comme on l'aurait raconté à nos potes au global. Et c'est comme ça qu'en fait, on a commencé à parler finalement pas mal sur les réseaux sociaux en se disant, en fait, c'est plus pour tout le monde que pour aller forcément chercher de l'audience ou intégrer des gens derrière la communauté, même si évidemment tu l'as toujours un petit peu, c'est toujours appréciable d'avoir
Une communauté. J'ai envie de me tuer quand je dis ce mot. La commu. Invérable. Et après, t'as ce truc où t'arrives à un apéro et on te dit oui, je sais, j'ai vu sur YOLO. Du coup, en fait, t'as déjà tout dit. Ouais, mais c'est trop bien, ouais. C'est cool. Ça veut dire que t'es- vous êtes hyper transparente et que vos proches peuvent aussi comprendre un peu. Exactement. Alors, il y a toujours la question est-ce que ça marche Mais ils peuvent un peu comprendre ce que vous vivez et c'est pas une black box où tout le monde. Enfin, je pense que ça peut être aussi. Ce que j'aime bien dans votre LinkedIn, on en reparlera un peu plus tard, mais c'est la transparence et c'est le fait. Je crois que ce matin, il y a eu un post sur le SUM du Les mois de galères. mai avec la pluie, avec la palette de fût qui a merdé ou je sais pas trop quoi. Les deux Exactement. palettes. J'ai bien aimé tristement aussi votre post sur She's Mercedes, dans lequel vous avez malheureusement pas pu être retenu cette année. Je trouve ça important en fait de partager ça parce que on a parlé un peu de la naïveté de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a aussi la réalité et je trouve ça cool de pouvoir aujourd'hui sur les réseaux facilement quand même être au courant que l'entrepreneuriat il y a du bon et puis il y a des moments un peu plus compliqués, il y a des choses réalistes, mais qu'à la fois ça vous empêche pas de faire une nouvelle journée et de continuer quoi. Ouais. Et je pense que c'est ça ce qu'on voulait aussi, je pense, tu vois, en créant une marque de boisson, une boisson alcoolisée. Tu as une réalité où il y a peu de femmes, en fait, dans notre domaine. Il y en a, heureusement, il y en a de plus en plus. Et dans l'entrepreneuriat global, et on ne veut pas juste être une marque, on veut partager plein de valeurs qui donnent aussi envie à tout le monde, dans la positivité, mais dans la réalité. Et c'est ça qu'on veut créer derrière la marque. Et c'est pour ça aussi que, du coup, au fur et à mesure, on est de plus en plus sur les réseaux sociaux. Mais finalement, tu vois, c'est nous. Ouais. Tu vois, l'histoire des bobs, je pense que ça peut être une histoire drôle, tu vois. J'étais en formation pour avoir la licence, pour les histoires de licence, je sais plus. Bref, pour avoir le droit de vendre de l'alcool. Et en fait, Sur le site, typiquement, c'est une des. pour avoir le droit de vendre de l'alcool, entre midi et 2, je vais faire les magasins. Et en fait, je vois cette petite tenue avec le bob, la tenue verte éponge, la première qu'on a eue. En vrai, j'ai trop envie de l'acheter, mais j'ai pas de thune. Je me dis, tiens, je vais faire acheter ça par la boîte. Et Je comprends ce qu'on te dit plus tôt ou pas sur le... je vais embarquer Pauline dans mon projet parce qu'il y en a une autre couleur. Et comme ça, on pourra la mettre sur les événements. En vrai, trop bien. Trop bonne idée. Mais on s'est pas dit, genre, tiens, on va se créer une tenue spécifique à nous. C'est juste, j'avais trop envie d'acheter cette tenue qui, by the way, je pense, aurait été une très mauvaise idée de l'acheter personnellement parce que je pense que je ne l'aurais jamais mise. Je ne l'aurais jamais assumée. Et on l'a acheté pour un événement. Et en fait, derrière, on s'est dit, en fait, c'est un peu notre cape de super-héros. Ouais. Et on assume. Et en fait, comment on nous reconnaît. Et pourtant, tu vois, j'ai appris qu'il y en a qui disent, vous êtes positionnement hyper premium. Je comprends pas, vous mettiez des bobs et des tenues à éponge. Mais en fait, c'est ça qu'on veut aussi sur YOLO. C'est, on veut être coloré. On peut faire quelque chose qui est très bon, qui est à la fois chic. Et en même temps, ne pas se prendre au sérieux et avoir des tenues qui vont faire qu'on nous reconnaît. Tu vois, je pense que tu vois un de nos posts sur LinkedIn ou Instagram, il y a personne qui va mettre des bobs et une robe éponge, en fait. T'en as très peu. Bob, peut-être un peu plus, mais... Donc, du coup, comment on se différencie sur ça et à la limite, c'est la bonne réponse, j'en sais rien. Mais c'est la nôtre. Non, mais c'est cool. C'est cool. Et je pense qu'il y a un événement qui nous a vraiment fait dire, en fait, c'est vraiment dans notre ADN, il faut qu'on continue, c'était le Big, où on s'était pointé. Le truc de l'événement de la BPI. Exactement. Le Big, événement des entrepreneurs, donc le plus grand rassemblement des entrepreneurs. On rigole pas, quoi. Il y en a qui viennent, ils sont hyper sérieux, ils cherchent des financements. Voilà. La plupart des gens sont en costard ou alors au moins en chemise. Enfin voilà, il y a des ministres. Nous, on se pointe avec nos robes éponges et nos bobs. Et voilà. Un sac à dos plein de YOLO. Et on fait goûter tout. Et on va voir tout le monde et on leur fait goûter. Et on fait mais en vrai, ça marche trop bien. Parce que si tout le monde est en costard, personne ne se différencie. Vous êtes, je dis intrus avec des gros guillemets, visuellement. Bien sûr. Donc on vous remarque, en fait. Donc on nous remarque. On vient nous interviewer. T'as un média qui vient et qui dit en fait, j'ai vu vos bobs. Donc après, t'as la moitié. Vous vendez des vêtements. C'est ça. T'as la moitié qui pense qu'on fait une marque de fringues. Bon, ça, tu corriges du coup. Mais au moins, tu marques et les gens te remarquent. Et en fait, quand ils te revoient, ils disent ah, mais vous êtes les filles aux bobs. Donc je pense que c'est là aussi où on prend conscience de la force du truc. Au-delà de juste, ça incarne bien la marque. En fait, c'est une vraie force. Et c'est coloré comme nos bouteilles. Ouais, c'est pas non plus. C'est pas gratos. C'est pas dissonant, c'est pas gratuit. C'est quand même consistant avec notre positionnement. C'est clair. Et si là, aujourd'hui, je débarque chez vous, si j'ouvre votre penderie, il y a combien de combis colorés et de salopettes colorées sous la marque YOLO? Non, à nous. Que vous utilisez pour... On a 4-5 tenues. On a la robe éponge, on a la robe combi ACO. Oui. Ok, vous avez quand même... Les roses. La rose. Et on a la dernière qui est la salopette.
Ouais, et là, ça doit être 4. que j'adore. J'ai failli venir en salopette aujourd'hui. Je l'adore. Mais ouais. Puis c'est très pratique enceinte en plus. Ouais. Mais oui, c'est ça. C'est ce que je me suis dit, je vais faire une journée de podcast, autant être bien confo. On l'avait choisi parce que du coup j'étais là, ok, il nous faut ça. Et du coup on l'avait choisi exactement parce que je m'étais dit, ça va être pratique pour Pauline. Et on Pense pourra la toujours à réutiliser tout. quand même après. Pense toujours à tout. On a parlé un peu de boissons et de dans le premier épisode. J'aimerais qu'on parle un peu de l'une de vos valeurs, qui j'imagine un peu le Made in France, et le fait d'être sourcé Made in France et Made in Île-de-France. Comment ça vous est venu? Alors, c'était déjà le côté français, c'était une de nos volontés de base. On s'était dit, on veut être brassé en France. On a eu une porte à un moment, tu sais, le moment où on galérait là sur les brasseurs. Il y a une porte qui s'est ouverte en Belgique, c'était pas très loin, on se voit. Mais on s'est vachement posé la question à ce moment-là parce qu'on s'est dit, bon, c'était une porte semi-ouverte, c'est pas fait non plus, mais t'as des fois des facilités qui se présentent à toi où tu te dis, bon, vas-y, là, j'en peux plus, il faut qu'on y aille, je prends cette porte. Et en fait, on s'est dit non. Déjà parce que dans nos convictions, on avait envie d'être une boisson française. Et puis les tendances aussi du marché, il faut être honnête, les boissons made in France, c'est aussi ce que les gens recherchent aujourd'hui. Donc en fait, on s'est vachement contraint à ça. Et on s'est dit, on va continuer, on va trouver. Et après, sur le côté Île-de-France, il y a un côté déjà hyper local, sachant qu'on voulait développer Paris, qui était hyper logique. Et il y a un côté praticité aussi, où on peut aller à la brasserie. Et on peut Elle se situe où? Alors, on a changé de brasseur il n'y a pas longtemps. Mais là, du coup, la nouvelle brasserie, c'est à Sainte-Foy-l'Aumône. Ok, oui, donc accessible. Donc, accessible, moins d'1 heure de Paris. Ouais. Mais sur le local, tu as aussi un point qui, je pense, toujours hyper perso, mais notre impact carbone, on veut le limiter au max, dans la mesure du possible là-dessus. Et donc, du coup, notre business, il est à Paris. Bon, ça paraît assez cohérent pour toutes les raisons de praticité et autres, de faire quelque chose qui, en fait, il y a des options de le faire. Ouais, c'est clair. Donc, oui, ça me coûterait probablement beaucoup moins cher en Pologne. Mais en fait, on n'aurait aucune connaissance de notre produit. Enfin, c'est pas nos valeurs. Et tu avais un peu un truc aussi quand on a créé la boîte. Tout ce qu'on nous a refusé avant pour des questions de coût, on veut aujourd'hui pouvoir avoir le choix de dire non, on va le faire. Et tu vois, quand tu es dans un gros groupe, tu passes ton temps à être sur des big cases en fait. Ok, si je produis là, c'est moins cher. Ok, ouais, t'optimises tout. T'optimises tout. Et c'est normal en fait, parce que c'est leur rôle de faire ça pour proposer des produits aussi plus attractifs en termes de prix. Ouais. Mais du coup, nous, notre rôle en petite marque, c'est d'aller justement créer cette différence pour porter le marché, pour leur donner aussi, eux, envie de faire du Made in France, même si Cronenbourg, il produit quand même une grosse partie en France. Hein. Mais tous ces éléments-là sur le sourcing, sur ça, dès qu'on hésite, maintenant, on se rattrape. Non. Ouais. Pas que le coût, c'est clair. il y a le goût, il y a les valeurs. Et Pau fait un travail remarquable là-dessus parce que le sourcing, franchement, en fait, parfois aussi, au-delà de ça, t'as une question de coût, mais ça n'existe pas parfois. Et le temps passé pour trouver certains ingrédients, c'est hyper compliqué, ou des ruptures, des problèmes de maladie. Le cours de la framboise, quand on a acheté, c'était la pire année. Il y avait plein de maladies. Oui, il y a un problème sur les productions de framboises. Il n'y a plus de framboises en France. Enfin, t'étais là, mais... Comment tu trouves justement ces infos? Comment tu trouves le cours de la framboise, le prix Alors, la chance, c'est quand même que du coup, venant d'un milieu brassicole, on connaissait quand même les fournisseurs. Tu as un partenaire brasseur qui a lui-même un fournisseur. Donc, en fait, tu commences à comprendre qu'il y a 4-5 fournisseurs de fruits qui sont fiables et qui font des choses naturelles, du coup, ce qu'on recherchait. Et du coup, à partir de ce moment-là, tu contactes les fournisseurs et en fait, tu discutes avec lui et tu lui dis tes envies, quoi. Et comment tu sais, tu vas avoir 9000 bouteilles, donc peut-être pas 9000 litres. Vous êtes à, je sais pas combien de litres 33. en tout. Ok. Combien tu sais combien tu as besoin de framboises Est-ce que c'est ça le plus la brasserie qui vous a aidé à définir un peu enfin pas vos stocks, mais vos matières premières? Ça, c'est plus la personne qui développe la recette. Donc, à l'époque, pour le coup, Théodore, qui a imaginé la framboise, tu vois, qui va nous dire ces fameux tests, tu sais, où on avait 3 bouteilles avec des niveaux de framboise différents. Et du coup, lui, il va te dire, en fonction, tu choisis celle-ci, donc il te faut tant de kilos de framboise, en fait. Ah ouais, fascinant. Voilà. Et après, tu as toutes les contraintes de est-ce que je prends du surgelé, est-ce que je prends du frais, voilà, après, tu rentres dans toutes ces considérations. C'est là où peut-être le prix, justement, varie vachement. Le prix varie, mais parfois, tu as aussi une contrainte dans une brasserie. Le risque numéro 1, c'est la contamination. Et donc, du coup, si tu prends des fruits frais,
ces petits fruits frais, ils ont des petites bactéries. Mm. Donc du coup, comment eux, ils s'assurent que je vais pas leur polluer leur brasserie avec mes produits. Ouais, que t'aies pas une bouteille qui explose. Et que après j'ai pas une bouteille qui explose. Comment Ouais. mes fruits, du coup, je fais en sorte que en fait, ils soient pasteurisés naturellement ou autre. Donc du coup, il y a plein de choix autres qui sont hyper complexes. C'est pas juste de je vais prendre que de la framboise fraîche. Ouais, mais en fait, la framboise, c'est un temps de l'année particulier. Mm. Donc si tu fais ça, en fait, est-ce que tu produis toute l'année? En fait, tu découvres que si. Donc nous, on a fait pour beaucoup, ça dépend, mais on est quand même pas mal sur du surgelé. Parce que en fait, mais j'ai bossé au rayon surgelé, donc je connais bien le. C'est un procédé hyper naturel pour Ouais. tuer les bactéries et maintenir le produit. Donc, dans certaines manières, c'est parfois même un meilleur produit parce qu'en fait, du coup, tu fais une étape de congélation tellement tôt que du coup, tu gardes presque plus d'éléments que si tu le prends. Et en fait, typiquement, si tu prends un produit qui vient de l'autre bout du monde, en fait. Donc, c'est aussi ça où tu as des choix, même si je pense qu'on peut encore aller plus loin dans certains de nos choix, mais qui sont en fait pas si faciles que ça à choisir, en fait. Et ça, pour le coup, maintenant, je pense qu'on l'a compris, depuis être dans les gros groupes, parfois, c'est pas tout rose ou tout noir. Enfin, c'est plus complexe. Et après, il y a des choses sur lesquelles tu acceptes aussi de faire des concessions. Tu vois, tu as ton idéal. Oui, je voudrais que ce soit français, bio, que mes étiquettes, elles soient en papier. Que... Ouais, En ok, fait, ouais. Tu voilà. fais ta liste de Noël et puis après tu Tu fais ta liste de Noël. Et puis après, tu te dis, OK, en fait, il y a quand même une histoire où il faut quand même aussi que je gagne de l'argent, parce que sinon, YOLO ne va pas vivre très longtemps. Et puis aussi, qu'est-ce qui est vraiment ancré dans nos valeurs, qu'est-ce qui est vraiment demandé par le consommateur. Et je pense que dans tout ça, tu vois, typiquement, on a démarré avec des étiquettes full papier. On se rend compte que dans les bars, quand ils les laissent au frigo, la qualité de l'étiquette, ça l'eau forcément, enfin l'humidité fait que ça doit pas être génial, ouais. Voilà, donc t'as tes valeurs et puis après tu dis bon, on va passer sur une étiquette avec du plastique, mais par contre on va bosser sur la bouteille consignée. Et là, tu vois, et c'est toute cette démarche en fait sur laquelle tu fais des concessions sur certaines choses. Ok. Et là, aujourd'hui, donc on a dit au début, il y avait 9000 bouteilles. Aujourd'hui, combien vous produisez de YOLO peut-être pas 2024 parce qu'on est encore au début de l'année, mais par an environ, c'est combien? Là, depuis le début, on a produit 50 000 bouteilles. On a vendu 50 000 bouteilles. Ok. Et produit un petit peu plus parce que du coup, tu as forcément toute la partie dégustation, échantillon. Puis vous en produisez en amont, j'imagine, un peu pour on a des stocks. On a des stocks. Ok. Pas mal, dis donc, 50 000, c'est beau chiffre. Ouais. J'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Et justement, j'ai vu que vous aviez une petite galère de DLUO. Oui, tout à fait. Je ne sais pas du tout ce que ça dit en plus. C'est quoi ce terme Alors, ce n'est pas une date limite de consommation. Parce que du coup, tu as certains produits sur lesquels tu as un enjeu sanitaire et il ne faut vraiment pas dépasser la date. Nous, c'est une date optimale de consommation. C'est-à-dire que après passer cette date-là, tu peux avoir des variations de goût. C'est plutôt, on va dire, une sécurité. Et encore, tu vois, c'est... Sachant que tu le fais, mais en fait, tu ne sais pas non plus. Tu fais des projections estimatives. Tu vois, typiquement, on sait que sur ce type de produit, tu as du sucre, tu n'as pas de sucre, tu as pasteurisé, tu n'as pas pasteurisé. S'il est bien tenu au frais, tu peux faire des estimations. Donc, tu vois, nous, notre date de DLUO, c'est 2 ans. Donc ça, c'est... Mais c'est... T'as rien écrit, c'est toi qui le décides. Où tu te dis, en fait, j'ai peur qu'après 2 ans, ça puisse bouger. Et donc, du coup, ça peut évoluer. Et donc, du coup, il risque d'être déçu. Mais tu ne sais pas forcément. Vous avez gardé une bouteille des 9000 ? Oui. Ouais, ok. On garde en haut. Celle-ci, elle est... Elle est en haut. Et tu pourrais te la descendre tout à l'heure. La couleur a vachement changé. Ouais. Et le goût. D'ailleurs, j'en ai plein dans ma cave. Le goût aussi, tu vois. T'as plein de choses qui évoluent. Ok, facile. Et après ça, cette fameuse DLUO, on se base aussi sur ce que le brasseur, lui, met sur ses bouteilles, parce que lui a l'expérience aussi de ça, la personne qui développe la recette. Et après, tu fais des tests de vieillissement accéléré. Donc ça, c'est en fait, tu vas malmener ta bouteille sur un temps court, genre c'est-à-dire quelques semaines. Tu la mets au chaud, tu la mets au soleil, tu la mets au froid. Vraiment, tu lui fais vivre tout ce qu'elle va vivre pendant Tu fais faire du crossfit pendant 1 heure, tu vois ce qui se passe. C'est exactement ça. Tu la secoues, tu la malmènes en fait. Ok. Et après, tu vois en fait, tu goûtes et tu vois en fait à partir de combien de temps. Et ça, il y a des process très cadrés pour le coup sur ça, pour estimer une date de DLUO. Ok. Trop bien, donc fascinant. Aujourd'hui, vous avez combien de gammes différentes ? 3, c'est ça ? 3. Ok, est-ce que ça vous dit de les présenter ? Avec plaisir. Chaque gamme, laquelle vous préférez, etc. Vas-y. Alors,
La première, on est sur du coup fruits rouges. Donc ça, c'était la première recette qu'on a lancée. On est sur de la framboise toujours. Elle a évolué. Et ça, c'est aussi la magie. En 2 ans, en fait, tu fais des améliorations continues de ton produit et tu prends les retours. On est sur de la purée de framboise avec une infusion de poivre de Timut et de baies de genévrier. Pour le coup, donc là, du coup, tu es sur quelque chose de... C'est à la fois gourmand et acidulé, parce que tu retrouves la framboise, et ça reste très peu sucré. Ok. Voilà. Il y a à peu près 2 grammes de sucre pour 100 millilitres, ce qui reste très peu sucré, puisque même les boissons peu sucrées, généralement, elles ont 8, 10, non 4, 5. Un Coca en ratio, c'est 10,6, je crois. Pour 100 millilitres. Comme ça, vous voyez, mais Coca qui est très, très, très haut. Hein. Ouais. Et une boisson classique, déjà quand tu es autour de 5-6, tu dis que c'est OK. D'accord, ok. Ouais, c'est plutôt les classiques, la moyenne, c'est plutôt ça. Ok. Donc voilà, donc quand même très peu sucré. La deuxième, tu vas être du coup sur une inspiration Mojito. Donc tu as du jus de citron jaune, du jus de citron vert, du kombava, du yuzu, des copeaux de barrique de rhum qu'on vient mettre en infusion. Ça va te ramener vraiment le côté Mojito, en fait. Des copeaux de barrique de rhum. Rhum, exactement. Waouh. Donc, ok. Comment ça vous est venu cette idée? Alors nous, il n'y a rien qui nous est venu. Nous, on a dit on va faire une framboise d'une citron. Toutes ces recettes, c'est les nouvelles là, donc toute la nouvelle variante qui vraiment vient d'être produite, on travaille avec Machi. Donc Machi, c'est, je sais pas si pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc Rémi et Geoffrey, qui étaient les anciens brasseurs de la brasserie Gallia, qui ont lancé donc du coup leur accompagnement de développement de boissons, et qui sont un peu des génies créateurs fous. Et justement, ils adorent la boisson et ils ont des idées hyper originales. Et tu vois, du coup, nous on est là genre. Bah, ok, on veut un fruit rouge, on veut un citron. Et le dernier, c'était on voudrait un cocktail, mais un cocktail un peu fun. Et du coup, de là, on remet un peu tous nos idées, on mixe le marché et ce qui est possible. Et après, les coûts aussi parfois. Et on co-développe. Donc, tu vois, on voulait un inspi Mojito. Et bah, eux, dans l'inspi Mojito, ils ont dit ok, si on va aller plus loin. Alors que nous, on serait resté sur la menthe et le citron. La menthe et le citron, qui était ce qu'on avait initialement, tu vois, sur celle-ci. Yes. Bah, ils ont dit ok, on pousse les aromatiques. Et du coup, on va faire ça. Mais des idées qu'on n'aurait jamais eues. Tu vois, tout à l'heure, on parlait du travail de fermentation qui était de la chimie ou de la physique. Eux, pour le coup, vont vraiment plus loin. Ils ont vraiment cette intuition créative sur les goûts qui est incroyable. Ouais, c'est cool. Vous proposez un concept. Vous avez l'idée en tête de ce que vous voulez. Et derrière, vous avez des personnes qui peuvent aller créativement chercher différentes pistes. Ça, c'est cool. Nous, on a la vision plutôt marché avec les saveurs qui vont fonctionner, on le sait. Et après, eux, ils vont vraiment travailler le goût, comment faire un succès au niveau goût, quoi. Trop bien. Et la troisième? Et la petite dernière. Oh là là, c'est la toute nouvelle dans la gamme. Toute nouvelle, donc on vient vraiment juste de la lancer. Donc c'est purée de cranberry, jus de citron vert et écorce d'orange amère. Et en fait, on s'est inspiré du Cosmopolitan, donc le cocktail, qui justement est de la cranberry, du jus de citron vert. Et normalement, tu mets du triple sec, qui est du coup un alcool d'orange. Et bah du coup, on a mis de l'écorce d'orange amère. Donc c'est à la fois ressemblant et rien à voir, parce que forcément, c'est ce qu'on appelle des cocktails fermentés, donc c'est un travail fermentaire qui va se faire autour. Mais du coup, tu as des aromatiques hyper intéressantes et hyper originales. Si t'aimes le Cosmo, tu peux aimer. Ouais. Et en même temps, si t'aimes pas le Cosmo, tu peux aimer aussi. Quoi. Et en même temps, c'est pas non plus un Cosmo, parce que ce qu'on dit, tu vois, c'est juste dans notre démarche créative, ça nous inspire aussi là-dessus, quoi. Ok. Oui, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais effectivement, il y a YOLO, la baseline, c'est cocktail fermenté. Exactement. C'est récent, non? C'est récent. Ouais, ok, je me disais, j'avais pas vu ça au tout début. On n'a pas encore communiqué. Allez. Est-ce que vous voulez communiquer aujourd'hui? Avec grand plaisir. Qu'est-ce que vous mettez derrière ça? En gros, depuis notre lancement, 2 ans, on a un problème avec YOLO. On sait ce qu'on ne sommes pas, nous ne savons pas ce que nous sommes. Ok. Et donc, du coup, ça emmène à un problème de fond. Donc, on sait qu'on veut créer une catégorie, mais il faudrait lui trouver un petit nom à cette catégorie. Et en fait, du coup, si t'as pas de nom de catégorie, au début, on dit c'est pas grave, on n'a pas besoin. Mais en fait, non, les gens, on a besoin de te ranger dans une case. Et on a cherché pendant longtemps. Et nous, le terme cocktail fermenté est venu. On a beaucoup travaillé le thème de cocktail. À un moment, on était cocktail naturel. Après, on était boisson brassée aux fruits, recettes fruitées. Et donc, du coup, là, le cocktail fermenté, je pense qu'on touche quelque chose qui est juste et en même temps qui projette de manière positive. Parce qu'on est des cocktails fermentés à 4,5. Cocktail parce que du coup, en fait, on retravaille des aromatiques et des jus, mais de manière fermentaire, puisque l'alcool est vraiment créé de manière naturelle, comme tu peux l'avoir sur du cidre ou de la bière.
et cocktail aussi, parce qu'en fait, quand on dit qu'on est complémentaire à la bière, c'est aussi bien en termes d'aromatique, mais de service, parce que nous, l'idée, c'est aussi de servir ça dans un joli verre à pied, un peu comme tu l'aurais dans un cocktail. On a un petit côté où peut-être qu'on est un peu snob, mais on aime bien boire dans des beaux verres ou à la bouteille, mais quelque chose qui est joli sur ton contenant. Et le côté pied, je trouve, en fait, est assez joli, comme tu pourrais l'avoir sur un spritz. Et finalement, sur le peu alcoolisé, on trouvait qu'on avait une carte à jouer aussi. Ce qui est marrant, c'est que là, on parle de bière et de verre à pied, mais moi, là, visuellement, en face, j'ai une bouteille un peu rouge, un peu jaune qui fait penser au blanc, et rosé. Donc moi, j'ai plus pensé au vin. Ah, marrant. Même si je sais qu'au niveau du goût, ce sera pas du tout là-dessus, mais visuellement, j'ai plus pensé à la déclinaison des bouteilles de vin avec le rouge, le rosé et le blanc. Et je pense que c'est la petite dernière qui m'y a fait le plus penser parce qu'elle a un peu une couleur. Je sais pas, en plus, on arrive dans l'été là, donc le moment un peu du rosé en terrasse où ça y est, tout le monde est un peu content, il fait beau, c'est les vacances, etc. Et on n'avait jamais pensé. Ouais, là, C'est franchement. très juste. Après, je sais qu'on est très loin du vin, mais c'est marrant parce que ça fait ressortir quelque chose, je trouve. Ouais, c'est clair. J'aime bien l'idée de cocktail fermenté. Vous faites des assemblages de goûts et c'est pas juste une boisson, juste une eau par exemple, infusée. Voilà, on n'est pas du tout là-dessus, quoi. On n'est pas un art seltzer ouais. où tu fermentes du sucre et tu viens faire des jeux d'aromatiques. Et du coup, ça se retrouve aussi bien en termes de goût, mais qu'en travail fermentaire. Et un point qui était hyper important aussi, tu vois, tu parles des couleurs, mais en fait, ce qui est fou, et je pense que ça fait partie des forces de la marque, les couleurs qu'on voit, elles sont, je trouve, sublimissimes, mais elles sont naturelles. Il y a zéro colorant en fait. C'est-à-dire qu'en fait, selon la prod, ma framboise, comme c'est un fruit, c'est naturel, elle peut un peu changer en fait. Parce qu'en fait, c'est reste des produits vivants et naturels et tu auras toujours cette logique de couleur, mais ça peut quand même évoluer. Et en fait, c'est ça aussi. Tu vois, tu as du dépôt. Alors, tu vois, tu as du dépôt. Et en fait, c'est OK. Parfois, tu as plus de dépôt. Mais maintenant, je trouve que tu es naturel. habitué, en fait. Si tu es un peu curieux là-dessus, tu vas dans des magasins ou autres, tu es habitué à... genre, tu veux des boissons avec du gingembre, tu sais qu'en bas, il y aura un peu de dépôt, tu brasses un peu ta bouteille avant. Enfin, je trouve que maintenant, on est un peu plus habitué à ça. Un jus de pomme, pareil. C'est pas, le dépôt, il est pas dégoûtant. C'est juste je trouve que c'est le meilleur exemple de la matière vivante et de ce que tu bois n'est pas chimique. Enfin, chimique, mauvais, ou alors tu as enlevé tout ce qui... Si t'enlèves tout, t'as centrifugé, donc tu vas aussi perdre de l'aromatique. Et parfois, c'est des questions que tu te poses. Tu vois, tu te dis genre, est-ce que j'ai envie ou pas? Quel est le niveau acceptable? Et c'est hyper dur à savoir aussi. On a un client justement un jour qui nous avait dit, en fait, pour moi, c'est un gage de qualité. On lui avait dit, il y a un peu de dépôt. Il nous avait dit, c'est un gage de qualité. Moi, c'est OK. Clairement. Un caviste, ce que vous faites sa vie, c'est... Et justement, donc vous avez un peu créé ce cocktail fermenté pour rentrer entre guillemets dans une case. Quand maintenant vous allez voir des cavistes ou autres, est-ce que vous sentez que ça prend un peu plus ou que c'est plus facile? C'est une nouvelle catégorie aussi, donc peut-être que c'est un peu différent, mais... Alors, on sent que il faut qu'on ait un nom. Okay. On sent que quand on n'en a pas, c'est l'enfer. En fait, c'est pas une bière, c'est pas du cidre, c'est pas possible. Après, ça reste une catégorie qui n'existe pas. Donc c'est quand même, ça reste quand même... C'est plus facile pour eux pour décrire le produit parce qu'ils disent c'est à mi-chemin entre la bière et le cocktail. Ça va dans un joli verre comme un cocktail, fruité comme un cocktail, fermenté comme une bière. Donc c'est plus facile pour eux pour l'expliquer, mais ça reste quand même un challenge parce que tu es sur une catégorie qui n'existe pas, quoi. Là où ça nous aide vraiment, c'est pour la carte. En fait, le point en fait, qu'on oublie, mais qu'on a oublié d'ailleurs quand on s'est lancé, c'est rentrer dans un bar, c'est une chose. Ce qu'il faut, c'est rentrer à la carte. Et en fait, comment le produit va vivre. Donc en fait, le terme cocktail fermenté, sur lequel on s'est beaucoup posé de questions, il vit jamais seul. Tu vas avoir cocktail fermenté numéro 1, et en dessous, tu as la liste des ingrédients. Et donc du coup, c'est là où finalement, il ne faut pas l'imaginer seul, sur un seul, dit à l'oral. C'est mis dans un univers, surtout quand du coup tu vas l'avoir à la carte. Comment je le mets? Ok, tu vas mettre cocktail fermenté, et du coup tu vas me l'écrire comme un petit cocktail avec tel produit, et tu vas mettre 4,5 de lait, 33 centilitres. Et tu vas savoir du coup aussi, c'est dire, ok, je suis sûre qu'en fait, il va pas mettre dans une pinte de bière parce qu'il sait que c'est un cocktail fermenté. Donc ça permet aussi de rationaliser sur le positionnement. Si c'est un cocktail fermenté, c'est pas une bière, donc je mets ça dans un joli verre. Qu'on a beau leur répéter, mais la répétition fixe le message. Yes, je vois ça. Avant de finir sur ce deuxième épisode, est-ce que vous avez une reco pour une personne qui est en train de travailler sa recette ou sa gamme de boissons sur une chose que vous aimeriez partager comme conseil? Vas-y, j'ai l'impression que t'en as un et j'en ai un après. Par rapport à ce qu'on a dit un peu au début, de le tester, mais pas de le tester qu'auprès de ses proches. Ne pas hésiter à aller dans des points de vente, ses clients, son consommateur final vers son client. Tu vois, nous, on a dit c'est du B2B2C. Donc, aller dans un caviste, si on considère que c'est un caviste,
s'il considère qu'il doit vendre son produit chez Franprix ou Monoprix, qu'il aille chez Franprix ou Monoprix voir un chef de rayon et qu'il lui pose la question. Et en fait, du coup, de un, ils sont hyper valorisés qu'on leur pose des questions. Et en plus, tu leur vends rien à ce moment-là. Donc, ils vont te donner quelque chose qui est hyper pur et hyper juste. Et ça, nous, on a eu de la chance de ne pas se tromper. Mais je pense qu'on aurait pu faire des erreurs si on n'avait pas connu le marché avant. Et moi, je dirais, j'en ai 2 là qui me viennent comme ça. Le premier, ce serait se faire accompagner par des experts. Je pense que nous, on aurait peut-être aussi gagné du temps sur cette partie-là où, en fait, il y a des choses, c'est pas ton expertise, donc se faire accompagner par des experts. Et après, la deuxième chose, c'est parfois, c'est OK de rationaliser aussi. Au début, tu as envie de lancer 3, 4, 5 références parce que tu veux juste une gamme. Sauf qu'en fait, tu as des minimums de prod, tu as des contraintes financières aussi, parce que tu peux peut-être pas mettre 100 000 euros dès le début sur la table. Donc en fait, tu as plein de contraintes qui font que au début, nous, on a lancé une ref. En vrai, il en aurait fallu 2. Je pense que 2, c'est vraiment le bon. C'est plus simple peut-être pour aller démarcher. Tu as 2 produits différents. Tu rentres facilement dans une carte. Exactement. C'est lequel tu préfères en fait. La question elle est différente. Exactement. Donc idéalement, c'est 2. Mais en tout cas, ne pas essayer de lancer 10 produits d'un seul coup. Une gamme de 10 produits, ça ne sert à rien. Il faut déjà avoir 2 références bonnes qui s'installent. Et du coup, il y a une notion de focus et de rationalisation qui est OK au début quand tu te lances, je trouve. Que j'aurais aimé qu'on nous dise, parce que nous, on était vraiment oh là là, mon Dieu, on va pouvoir en lancer qu'une, c'est catastrophique. Donc voilà. Et en fait, tout se fait. Et 6 mois après, on en a lancé une deuxième et c'était OK. Et c'est faire à son rythme aussi, quoi. Et c'est OK que tout soit pas parfait non plus. Tu vois, je veux dire, entre les choses, elles évoluent. Une fois, j'avais entendu, genre, si tu lances ton produit et qu'il est parfait dès le début, c'est tu l'as lancé trop tard. Bon, c'est vrai, fois à la fois. Mais en même temps, tu vas te nourrir de ton marché. Donc, c'est juste quel est le bon ratio entre les deux, d'accepter que tu lances quelque chose et qu'au fur et à mesure, tu vas l'adapter, il va vivre en fonction de toi. C'est l'avantage où tu es dans une petite boîte par rapport à un gros groupe. C'est que du coup, tu peux vite changer certains éléments. Donc, sur 9000 bouteilles, plus compliqué. Il faut les vendre d'abord. Si tu as l'opportunité d'en faire que 100, ce serait génial. Mais c'est ça que je trouve, vraiment rien qui va dans cette phrase. C'est ça qui est intéressant, à mon sens. Trop bien. Merci les filles pour ce super 2e épisode. Et on se retrouve très vite pour le prochain. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle histoire entrepreneuriale dans la boisson. En attendant, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode et à mettre 5 étoiles si ça t'a plu. Moi, ça me motive à continuer. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram à origine.podcast. J'y mets notamment des photos assez exclues qui te permettent de rentrer encore plus dans les coulisses. Je t'en dis pas plus et à très vite.